Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la... Hello! Avant de te laisser poursuivre avec le prochain épisode de Slow is Good, j'avais quelques annonces à partager. Il y a 2 annonces que je souhaitais faire. La première étant le fait que la maison numérique Blossoming est ouverte. C'est une maison d'accueil pour les entrepreneurs, pour les leaders conscients, pour les visionnaires et aussi pour les personnes qui se considèrent comme des managers et acteurs de changement. Ce que l'on souhaite à travers cette maison, c'est un espace de rassemblement, un espace de découverte aussi, un espace d'exploration divers et variés, avec des sujets divers et variés qui tournent autour des arts, autour de l'entrepreneuriat, autour de la créativité et autour de la spiritualité. Alors, certains sujets seront rassemblants, certains peut-être seront polarisants, mais l'objectif en fait de cette maison, c'est de pouvoir s'asseoir ensemble, débattre, discuter, avancer et progresser. Alors si tu découvres la maison Blossoming a pour but de permettre aux entrepreneurs, aux leaders conscients, aux slowpreneurs et aux visionnaires de connecter, de réseauter, de s'impacter, d'avancer ensemble, de s'entraider, de demander du soutien, de célébrer et de bloussomer. Alors, cette maison, elle accueille gratuitement, en dehors des murs de Meta, chacun d'entre vous, avec vos différentes inspirations, aspirations, votre diversité, votre multiculturalité, le multilinguisme aussi, parce que personnellement j'habite à Montréal et on vit dans un univers multilingue aussi, et aussi de par mes origines j'ai aussi grandi et évolué dans un univers multiculturel, multilingue aussi, et imprégné de diversité. Et la maison Blossoming, c'est ça, c'est accueillir tout un chacun dans le respect de tout un chacun. La maison Blossoming, c'est oui de l'entrepreneuriat, parce que je considère l'entrepreneuriat, le slowprenariat, comme une sorte de canevas avec un champ des possibles infini. C'est aussi un champ de pratique avec un incubateur pour se former, pour s'éduquer sur certains sujets, certaines méthodes, certaines pratiques en toute sérénité. C'est aussi une possibilité de s'évader à travers des activités qui ne sont pas entrepreneuriales, des activités qui tournent autour des arts. Personnellement, je pratique la harpe et de plus en plus de harpe thérapie afin de communiquer en fait ces notions de bien-être à travers le son, ce qu'est la sonothérapie. Alors l'idée c'est de rassembler en fait sous une même maison, sous un même toit ou sous une même bannière, cette notion artistique, cette notion de créativité entrepreneuriale et cette notion de sérénité et de co-création. Et cette maison, c'est la tienne. Tu peux en faire ce que tu as décidé qu'elle serait en amenant tes couleurs, tes saveurs et tes envies aussi, tout en respectant chacune des pierres qui auront été posées par tout un chacun, ce qui est très important pour moi. Je t'invite à cliquer sur le lien qui sera disponible dans les show notes pour justement entrer et commencer à partager. Alors c'est la veille de fête, avec tous les changements impactant le Québec en ce moment, il a fallu que je réorganise mon agenda et c'est pour ça que je fais ce partage maintenant. Et si tu le souhaites, il y aura à disposition au sein de la maison Blossoming
deux activités. Alors, l'activité en cours est The Blossoming Experience, The Path to Gratitude, qui est accessible jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Et il y aura aussi Opsis Vision, qui est une manière différente et très joyeuse et festive et très collaborative autour de la création je dirais, d'un champ de vision pour 2024. Donc si tu souhaites rejoindre cette masterclass, tu auras la possibilité de le faire. Elle est accessible à tous, entrepreneurs en devenir, entrepreneurs confirmés ou pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Et elle aura lieu le 27 décembre à 11h45. Et comme tu le vois, Blossoming, c'est un vivier d'événements, des événements qui sont en ligne, des événements qui sont hors ligne, des événements qui ont pour but de rassembler, de soutenir, de célébrer pour tous ceux et celles qui y trouvent le besoin. Et dans un deuxième champ d'information, je voulais partager le fait que c'est les dernières heures que ce volet de Slow is Good vit. À partir de janvier, le podcast va changer et prendre un caractère un peu plus intime, avec des partages qui sont plus associés à la vie et la voix de Géraldine JP en tant que serial slowpreneur. Il y aura beaucoup de choses à partager, des projets en cours de création, en cours d'évolution et de transformation. Et j'ai envie de vous en partager des petits morceaux. On gardera bien sûr la formule d'interview que j'affectionne particulièrement, mais qui sera peut-être un peu moins développée que sur ces dernières années. Alors sur ces derniers mots, je veux prendre le temps, malgré l'atmosphère ambiante peut-être chargée. Je veux te souhaiter de très joyeuses fêtes. Je veux pouvoir t'insuffler beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur. Et puis, si tu n'as pas le temps pour l'écoute d'ici la fin d'année, on se revoit avec un tout nouveau Slow is Good à partir de 2024. Une très très belle écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow is Good. Alors, j'accueille une invitée que j'attendais vraiment, mais avant même de commencer à l'introduire, je voulais vous parler de ce cheminement qui se fait à travers le podcast, qui touche beaucoup plus la conscience, l'impact de soi, son leadership intérieur et aussi un petit peu de spiritualité. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Anna Sandrea. Bonjour Anna. Bonjour Géraldine et bonjour à toutes les personnes qui nous entendent. Comment vas-tu? Bien, très bien. Comme je te disais avant de commencer, un peu chamboulée parce que je trouve qu'en ce moment, il y a une énergie qui est magnifique parce que c'est une énergie de changement, c'est une énergie de transformation, mais en même temps, en tout cas, moi, je me sens parfois un peu fatiguée parce que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose, un processus qui se fait et qui s'intensifie. Un processus que pour moi, c'est un processus d'éveil de l'humanité, mais qui parfois est dur à suivre. Et en ce moment, pour moi, je suis un peu dans cette fatigue voilà, dans dans ce cheminement magnifique et en même temps exigeant, si on peut dire. Je ne sais pas Et si c'est pour vous pareil. Hein. je pense que ce que je te dirais, c'est que les énergies, en tout cas, fluctuent énormément. En tout cas, pour nous, la roue du temps a un certain impact, nous, à Montréal. Et effectivement, ça joue aussi sur l'ambiance actuelle, en fait, et Ouais. l'atmosphère. En tout cas, du moins, ce que moi, je ressens. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Alors, avant de plonger vraiment dans ce que tu fais, dans tes super pouvoirs, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ta mission de vie? Mmh. Merci.
Eh ben, moi, je crois que ma mission de vie, ma première mission de vie, c'est de vivre, hein, de vivre sur cette planète et de faire des expériences, parce que je crois que c'est à travers ces expériences qu'on se connaît, qu'on se transforme, qu'on se libère, qu'on connecte véritablement qui nous sommes. Et Mhm. en tout cas, c'est ça qui s'est passé pour moi. Donc, je suis ici en visite, en observation, en action aussi, voilà. Mais une partie de cette vivre, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Une partie de cette vivre, bah, je suis mère avant tout, mère de trois enfants extraordinaires, et compagne, mais aussi thérapeute. Ça fait, je sais pas, plus de 15 ans que je suis thérapeute. Je me spécialise dans la guérison des blessures émotionnelles, des peurs, des autosabotages, des croyances limitantes, tout ça. Voilà, tous ces systèmes qui empêchent l'être humain de connecter sa véritable puissance. Et puis, j'écris aussi, j'écris déjà 4 livres. Il y en a un qui est sorti cette année, qui s'appelle La Mhm. Science des miracles. Mhm. Et, et depuis quelques années, je m'intéresse aussi à l'écologie. Donc, j'ai un projet écologique au Costa Rica. Et c'est un sanctuaire, le sanctuaire de la conscience, qui petit à petit s'agrandit, qui compte aujourd'hui qui aujourd'hui a 44 hectares de forêts vierges et qu'on essaye d'agrandir pour préserver la nature dans ce pays magnifique et qui est assez préservé, quoi. Je sais pas Alors, si ça a répondu à ta question. alors oui, complètement, et je trouve ça super intéressant parce que tu mélanges justement le besoin de gérer le soi intérieur à différents niveaux et de l'allier avec justement cette notion écologique. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'éco-spiritualité. Est-ce que Ouais. justement c'est quelque chose que tu mêles dans cette éco-spiritualité, et particulièrement si ton espace se trouve au Costa Rica, qu'est-ce que ça veut dire en fait de mélanger les deux à tous les niveaux? Bah, en fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est la façon comme j'essaie de vivre de façon holistique. Hmm. C'est-à-dire, il n'y a pas la spiritualité ou la famille ou l'écologie. J'ai tout intégré dans mon système. J'essaie de tout intégrer avec le plus de cohérence possible. Mhm. Et donc, voilà, de vivre dans le sens de mes valeurs. Mhm. Et tu sais, avant, on vivait un peu morcelé. Si on était dans l'écologie, par exemple, on était à fond dans l'écologie et Ouais. tout ce qui était le travail sur soi, etc., ça, c'était un autre domaine qu'on ne touchait pas. Et beaucoup de gens vivaient comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'habiter sous tous ces espaces et le mettre au service de nous et de la vie. Mhm. Parce que je crois que on n'a même plus besoin de se poser la question qu'on est écologique ou pas, c'est qu'on a besoin de vivre d'une Mhm. façon écologique parce que bon, la planète, on le sait parfaitement, ça, on est dans des limites. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais vous savez pas parfaitement de quoi je parle. Donc Ouais. voilà, pour moi, c'est un tout, c'est la vie, c'est un tout. Et je ne vis pas dans un espace et j'oublie un autre. J'essaie de vivre euh, avec le plus de cohérence possible dans mon quotidien. Alors, si on retourne à la genèse de Anas Andrea, la thérapeute, qu'est-ce qui t'a guidée vers ce cheminement, vers ce travail qui demande énormément d'énergie, énormément de leadership aussi, une forme de gouvernance intérieure pour être capable d'encadrer d'autres âmes, d'autres êtres, etc. Bah, moi, ça a commencé vraiment très tôt parce que je me rappelle déjà de 4 ans. Je me rappelle vraiment très bien quand je racontais à ma mère que je voyais des anges. J'avais comme des petites lumières et je dis, ça, c'est des anges. Je les traduis comme ça. Et puis, à l'âge de 13 ans, très tôt dans mon adolescence, j'ai eu comme un premier réveil à tout ce monde spirituel et il y a la connaissance de moi-même. C'était pas seulement
le monde spirituel, je cherchais des livres, je cherchais des explications à des choses que je pouvais vivre. Mais bon, après la vie, j'ai passé mon adolescence, et après il y a eu la jeunesse, l'université, les sorties avec des copains, toute cette période. Et j'avais comme des moments d'endormissement à nouveau où Mm, je m'intéressais pas pour tout ça. mm, Mais il y avait un événement, il y a toujours eu un événement, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ma vie, c'est qu'il y avait un événement qui m'a attiré à nouveau, que c'était souvent un événement souffrant, qui mm, m'a attiré à nouveau à ce chemin et donc je recommençais à nouveau. Mais il n'y avait pas beaucoup de constance, si mm, on peut dire. Il y avait vraiment c'était, c'était oui, la souffrance qui m'a mm, guidée, si je peux le dire. Et puis, la souffrance m'a guidée d'une façon très efficace parce que à 30 ans, je me suis mariée avec un monsieur et ce mariage a été un désastre. mm, Il y avait beaucoup de violence, etc. dans ce couple. Et j'ai commencé à vraiment me poser des questions à ce moment-là. Et je me suis rendu compte en fait que la vie m'avait appelé plusieurs fois à quelque chose et que je répondais oui sur le moment, et après je passais à autre chose, et que j'avais l'impression que c'était vraiment l'appel définitif, et que si je ne le répondais pas avec tout mon être, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait se passer. Et ce n'était pas la peur, en fait, qui m'a guidée, sinon quelque chose en moi qui s'ouvert et qui a dit un oui énorme à ce chemin. Et puis voilà, petit à petit, une chose me menait à une autre, et c'était assez fluide finalement. Euh, je peux le dire aujourd'hui, je ne sais pas si sur le chemin, j'ai dit la même chose, mais bon, je trouve ça assez magique, mm. comment tout ça s'est passé. C'est vrai que le cheminement, peu importe le cheminement que finalement qu'on a, ça demande toujours justement de suivre un petit peu les inspirations avec les hauts que ça comprend, avec les bas que ça comprend. Aujourd'hui, en fait, on parle énormément et de plus en plus de spiritualité. Comme je le disais, on voit la spiritualité, l'éco-spiritualité, le paganisme, le néopaganisme, tout un tas de pratiques, mais est-ce qu'on peut en revenir peut-être aux définitions et aux bases? Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? Qu'est-ce qu'on entend? Quelle est la différence en fait entre spiritualité puis les différents rites qu'on peut pratiquer au quotidien? Bah, moi, je dirais que la spiritualité, là, c'est la connexion à notre être profond, Hmm, à quelque chose en nous. Je crois que même les gens qui sont athées ou qui croient en rien, etc., on peut se mettre tous d'accord que par des moments, peut-être c'est pas tout le temps, pour certaines personnes, on sent quelque chose de, de profond à l'intérieur de son cœur. Et mhm, pour moi, c'est ça la spiritualité. Ce mhm, sentiment de sacré, de profond, de connexion. C'est ça la spiritualité. On essayait de de l'extérioriser à travers les religions. Et tout ça, pour moi, la religion et la spiritualité, c'est pas du tout la même chose, hein. hmm, C'est une façon pour certains de vivre leur spiritualité. mhm, Et c'est une façon créée par l'homme. mhm, Mais pour moi, c'est pas la même chose. Et les rites, c'est une façon de mettre en forme mhm, cette spiritualité. Mais avant tout, la spiritualité, c'est quelque chose d'intérieur. Et mhm, c'est une connexion avec soi, mais aussi avec la terre et avec le ciel et avec les autres êtres humains. mhm. Donc, et c'est finalement une connexion avec le tout, parce que je ne suis pas seule sur cette planète, je fais partie d'un tout. Et c'est pour moi, c'est la vision ou ma vision de la spiritualité. Mmh. J'aime beaucoup ce que tu partages sur cette, vision du tout, puis cette distinction que tu fais de manière très précise entre, spiritualité et religion parce que l'un peut vivre avec l'autre ou sans l'autre et c'est vrai Mm. qu'aujourd'hui, souvent, on a tendance à mettre tout dans le même cercle. Mais ajouter à ça, en fait, il y a aussi cette question et au fait, probablement aussi de par ton métier, de par ton travail de gestion, en fait, émotionnelle, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais la distinction entre amener cet éveil spirituel finalement, puis la gestion de l'énergétique? Parce qu'on voit beaucoup d'informations passer sur le sujet en ce moment
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et donc faudrait peut-être je t'invite à nous aider à voir un peu plus clair et avoir plus de lumière sur la différence entre l'un et l'autre. Mais j'ai pas, excuse-moi, j'ai pas trop compris la question. L'un et l'autre, c'est-à-dire Entre la réveil spiritualité spirituel et l'énergétique. Quelle est la et différence entre mais l'énergétique à quel niveau? l'énergétique au niveau humain, au niveau des gens? Comment est-ce que justement, si je te donne un exemple concret, Ouais. quelqu'un qui travaille au niveau spirituel et quelqu'un qui travaille au niveau du Reiki, par exemple. Quelle est la Ah, d'accord. différence? Quelle est Ok, la nuance ok. entre l'un et l'autre? Bah, c'est un peu la même chose qu'avec la spiritualité et les rituels et tout ça, c'est que cet éveil de conscience, je crois que c'est vraiment un mouvement planétaire et euh, je dirais même de la galaxie, du cosmos, tu vois, j'ai l'impression, je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai l'impression que l'être humain est à l'image de tout le cosmos, tu vois, c'est un fractal, c'est un fractal. Et que ces fractals, que ce soit en nous, que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'univers, a tendance à évoluer. Il peut pas il peut même pas s'empêcher d'évoluer. C'est quelque chose, c'est un mouvement constant Mmh. d'évolution, c'est fractal. Et je crois que tous les systèmes sont soumis à ce système évolutif. Mais on peut prendre comme exemple le système familial. Tu peux te rendre compte que chaque génération est meilleure que l'autre, est plus intelligente, est plus consciente, etc. Et pourquoi? Bah, pour cette tendance à l'évolution. Et donc, je crois que c'est ça qui est en train de nous arriver, c'est que pour une raison que j'ignore, je peux l'imaginer, mais bon, je ne suis pas sûre de la raison. Il y a ce mouvement, ce fractal évolutif, Mmh. s'est intensifié. Et donc, l'humanité et tout le système se réveille de plus en plus. Je pense que c'est au niveau astrologique, ça peut s'expliquer, au niveau peut-être ouais, de l'humanité qui est peut-être prête. Hein. Je crois qu'il y a cette masse critique qui est, qu'on est arrivé à cette masse critique et que voilà, quelque chose à partir de ce moment s'est accéléré. Bon. Et en même temps, les êtres humains vivent ces mouvements comme ils le veulent. Tu vois, il y a certains qui utilisent le Reiki, ça c'est l'énergie. Il y a d'autres qui sont dans la médiumnité, dans la connexion avec les plantes, etc. Et je crois honnêtement que ces formes, toute cette forme de cette connexion vont s'agrandir et même on va avoir des nouvelles. Mais je disais que une est la conséquence de l'autre, Mmh. si je le vois comme ça. Alors, aujourd'hui, en fait, de par ton métier, bon, tu es amené à vivre différentes choses, à explorer avec différentes personnes. Mm. Comment est-ce que tu gères parce que, dans le cadre au quotidien de la gestion de d'autres humains, ça demande beaucoup de force à tous les niveaux. Alors comment justement tu arrives à mettre en place soit des rituels ou soit des pratiques pour être capable d'encadrer le mieux possible les personnes que tu accompagnes et potentiellement garder aussi ton énergie vitale, ta force vitale aussi. Ah, la première chose, euh, c'est vraiment m'occuper de moi-même, dans le sens que mieux, je crois qu'un thérapeute a besoin de travailler déjà sur lui, hein, Mm, sauf que pas forcément tout le monde fait. Et moi, c'est vraiment la première chose, quand il y a une émotion qui est là, quelque chose qui peut perturber ou me distraire hein, mhm, de cette présence thérapeutique qu'on a besoin d'avoir. Et ben, je le travaille, je cherche de l'aide, j'ai des personnes qui m'accompagnent, etc. Et donc, voilà, c'est mm, comme une espèce de, comme je vais à la salle de sport le matin, je mm. m'entretiens aussi de cette façon. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas ponctuellement, je le fais constamment. Mais ça, c'est vraiment une base. Hein.
Et après, il y a beaucoup de gens qui me demandent des choses comme ah, tu ne nettoies pas chez toi après que tu Hmm. fais des consultations et choses comme ça. Et honnêtement, je vais te dire non et jamais. Pourquoi? Parce que les gens arrivent. Déjà, je sais combien de personnes je suis capable d'accompagner par jour. Ouais. Et parce que c'est vrai que mes accompagnements sont très profonds, je me bien investie dans mes accompagnements et il se passe des choses incroyables. Donc, je sais que ça demande une énergie et je me connais maintenant parfaitement. Je sais que je peux faire 3, 4 accompagnements maximum, mais vraiment maximum, j'essaie de faire 3. Et là, je suis vraiment en mode cool. Hmm. Et, y ça préserve mon énergie parce que je sais que 3, c'est bien. Et aussi, je étais en train de le dire, c'est que je me rends compte que les gens viennent avec des problématiques. Bah, je travaille les blessures. Donc, ils viennent Ouais. des problématiques parfois assez lourdes, des abus sexuels, des maltraitances, des choses vraiment très, très compliquées. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose en alchimie qui se fait dans la science. Hmm. Bien sûr, je ne peux pas travailler toute la vie d'une personne. On va Hmm. choisir un point. Et ce point, il est souffrance au début de la science. Et petit à petit, il y a le plan se transforme en or. Et les gens finissent la science avec de l'espace, de la détente, de la, du sentiment de libération, etc. Et donc, voilà, ce qui est mené déjà au début de la science s'est transformé dans la science elle-même. Donc, honnêtement, je n'ai jamais ressenti le besoin de nettoyer quoi que ce soit parce que le Hmm. processus même le transforme. Hmm. J'ai jamais senti, ça fait, je vais vous dire, j'ai accompagné plus de 5000 personnes dans ma vie, hein. Donc, Hmm. si je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait l'expérience des milliers de fois. J'ai jamais senti l'expérience besoin de nettoyer chez moi, jamais. Mhm. Donc, Je- et j'ai jamais eu de problème. J'ai l'impression, hein, après je peux me tromper, euh, Est-ce qu'il y a eu de ce côté. justement, parce que ça fait quand même déjà quelques années que tu pratiques, Mm. est-ce que tu as vu des évolutions en fait dans ta pratique à toi? Ah, énormément, mais énormément. C'est-à-dire, euh, je commençais, ma pratique s'est métamorphosée. Il y a quelque chose qui reste, c'est vraiment l'écoute des émotions et des ressentis. Ça, je ne sais pas si ça va changer, peut-être, hein, mais ça, c'est vraiment ma colonne, la colonne vertébrale. Mais il y a des moments où même mes clientes me guident, tu vois, ils vont me donner une information, ou il y a quelque chose qui va descendre, ou je ne sais pas, j'ai une intuition, je vais faire comme ça, je vais mettre la main sur le cœur, ah oui, tiens, ça donne ça, ah oui, c'est chouette, hein. Hmm. Et je aussi, je simplifie la façon d'accompagner, je deviens de plus en plus minimaliste. J'avais beaucoup de protocoles au début, il y a 15 ans quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de protocoles, j'ai réduit au minimum tous ces protocoles. Et aussi, honnêtement, j'aimerais dire que les thérapeutes nous sont beaucoup aidés par l'énergie qu'il y a en ce moment parce que je me suis plein de l'énergie au début de la science, mais honnêtement, cette énergie que chamboule, c'est aussi une grâce parce que ce matin, j'ai eu des personnes ce matin et justement, je me suis fait la réflexion qu'avant, ça me prenait 1 heure faire un travail sur une blessure. Là, ce matin, au bout de 15 minutes, je me suis dit, bon, et alors, je fais quoi? Au bout de 15 minutes, on avait fait déjà le travail. Je Hmm. lui ai dit, OK, on va choisir une autre blessure, etc. Mais je vois que ça va beaucoup plus vite. Hmm. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de pratique et beaucoup plus d'expérience, donc ça joue aussi. Mais voilà, il y a vraiment un tout qui est en train de se rencontrer en ce moment et qui font que des miracles arrivent tous les jours. En science, des miracles m'arrivent tous les jours en ce moment. Mais alors, comment tu réponds justement aux personnes qui sont plutôt très proches de la science et qui sont pas nécessairement très alertes sur les pratiques plutôt holistiques? Comment tu leur expliques justement ces miracles? Honnêtement, j'ai du mal à l'expliquer ce miracle. Mais je dirais que c'est la force de l'intention. La Hmm. force de l'intention.
qui fait bouger des choses et que je crois que nous avons un pouvoir beaucoup plus puissant que nous le pensons et que ça, un pouvoir que nous ignorons, que beaucoup de personnes ignorent, plus cette énergie puissante qu'il y a en ce moment, ça donne des, des résultats parfois spectaculaires. J'ai du mal à expliquer à ces personnes. Je n'essaie même pas de le faire. Hein. Je n'ai jamais essayé Ouais. d'expliquer quoi que ce soit aux personnes qui ne croient pas parce que j'ai d'autres choses à faire et j'ai d'autres choses, d'autres façons d'investir mon temps. Mais voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Et je Mhm. leur dirais, essayez, Mhm. essayez. Je suis assez d'accord avec toi sur finalement, ces alliés finalement invisibles qui peuvent être nécessaires et qui peuvent apporter des solutions parfois miraculeuses ou pas, ça dépend des gens. Maintenant, on est conscient que cette forme de thérapie, ces pratiques holistiques, ça reste quand même une industrie. Une industrie avec des chiffres, une industrie avec des codes. Euh, Comment est-ce que justement, en tant qu'entrepreneur, dans cet univers, comment est-ce qu'on peut justement euh, garder finalement cette intégrité sans tomber dans le flafla qu'on voit beaucoup sous certains C'est quoi égards? le flafla? Le flafla, c'est qu'on voit, en tout cas vu de ma fenêtre, on voit un petit peu de superficialité qui naît maintenant avec la tendance qui tourne autour de la spiritualité, de l'éco-spiritualité et autres pratiques. Et comment est-ce que justement on peut garder cette forme d'intégrité, cette forme d'ouverture aussi pour rester dans le vrai finalement. Voilà, ça, c'est vraiment une question que je me suis vraiment jamais posée dans le sens que à chaque fois que je suis avec une personne, je donne le meilleur de moi, Mhm. tu vois. Et à chaque fois que je fais un événement, parce que j'organise aussi des événements sur Internet, Ouais, j'essaie de chercher les meilleures personnes. ouais. À chaque fois que, voilà, j'essaie constamment de faire mon mieux, voire plus. Donc, c'est pas quelque chose que je me pose des questions. Après, est-ce que je gagne de l'argent avec ça? Ouais. Et alors, moi, ça me pose aucun problème, c'est mon travail. Et je crois que du moment où on fait son mieux et on essaye vraiment de contribuer à améliorer la vie des personnes, que ça soit cliente ou pas, je vois pas quel est le problème. Voilà, c'est la seule chose. Si parfois, si, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, si je vois que je suis un peu, je sais pas, perdue, égarée, je ne crois pas que ça m'est arrivé, mais peut-être ça m'est déjà arrivé, je me rappelle plus. Et je me rappelle de mon intention Ouais. de contribuer, d'évoluer aussi moi avec tout ça. Mhm. Ce que tu dis là est quand même très très important, le pouvoir de l'intention, parce que je pense qu'il n'est pas suffisamment développé, je pense, dans nos régions du monde. Souvent, on le met un peu de côté parce qu'on fait les choses de manière un peu mécanique. Alors, si on veut justement développer ce pouvoir de l'intention, qu'on soit d'ailleurs praticien dans l'holistique ou pas d'ailleurs, quels seraient les conseils que tu pourrais partager? Va avec l'intention de le développer. Hmm. Et tu vois, je pense que je, je connais le pouvoir de l'intention et je trouve que c'est dommage, vraiment Hmm. dommage de passer à côté. Si les gens veulent être rationnels et cartésiens et fonctionner de cette façon, c'est leur choix. Et en même temps, moi, ce que je peux leur partager, c'est que je ne le fais pas tout le temps. Hein. Je ne suis pas toute la journée dans une intentionnalité parce que sinon, ça devient du contrôle aussi de la vie. Hein. Mais Mhm. honnêtement, les résultats que j'ai avec le pouvoir de l'intention me surprennent. Et pour les personnes euh, rationnelles, dans mes livres, je parle vraiment des expériences scientifiques qui ont été Mhm. sur le pouvoir de l'intention. Je donne quelques exemples de mettre à des cellules cancérigènes
à des cellules cancérigènes qui ne sont pas influençables, parce qu'on dit si c'est sur un humain, on peut l'influencer, ok, mais une Mhm. cellule, tu ne peux pas l'influencer. Et mettre une intention de guérison sur cette cellule, ok? Et les résultats entre mettre l'intention et pas mettre l'intention, il me semble, je n'ai pas les chiffres devant les yeux, mais il me semble que c'est du 40% quand on Mhm. met et quand on ne met pas l'intention. Et cette expérience s'était reproduite plein de fois et a donné toujours les mêmes résultats. Mhm. Donc, c'est un peu dommage de se priver de ce cadeau qui est l'intention. Mhm. Alors, au début en fait de notre conversation, donc on parlait de ton implication au niveau écologie, dans tes pratiques quotidiennes. Euh, En fait, je constate que de plus en plus, on est vraiment disloqué de notre essence naturelle qui fait partie de la nature. Comment est-ce que justement tu amènes ces savoirs-là auprès des communautés pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes, mais à travers aussi un environnement qui a toujours été là, mais qui aussi mérite d'avoir plus d'attention, d'être chéri, parce que cette planète, bah, on n'en a qu'une, du moins que je sache. Comment est-ce que tu Mhm. les accompagnes justement pour avoir plus de conscience peut-être sur des pratiques, mais potentiellement cadrer leurs pratiques avec quelque chose de plus aligné avec la nature? Alors, déjà, pour clarifier, je n'accompagne personne, hein. Mhm. Moi, mon projet, c'est, je suis en train d'agrandir. Il est déjà créé depuis quelques années et ça fait plusieurs années qu'on achète des terres au Costa Rica, dans la région de Talamanca, dans le Caraïbe costaricien. Et donc, on a créé un écologe pour faire vivre cet endroit. Mhm. Et donc, c'est avec les résultats de l'écologe, des fonds privés, des aides. Je fais déjà des crowdfunding, des choses comme ça, que nous avons créé petit à petit cet endroit. Et l'idée de cet endroit, c'est justement de rien faire avec lui, juste le Mhm. préserver et Mhm. de continuer à le faire grandir. Je peux avoir une influence, mais c'est une petite influence sur mes voisins. C'est pas simple parce que, voilà, je crois que l'écologie, c'est vraiment un état de conscience. Mhm. Et c'est pas parce qu'on t'explique que tu, que tu comprends forcément, hein. Par exemple, ça fait longtemps que je explique à mon voisin de ne pas mettre des herbicides et des choses comme ça. Mais il dit, non, mais c'est plus simple. Et je l'explique, ça tous les sols. Mais voilà. Et donc, mais en revanche, là où nous avons un impact, c'est sur les gens qui viennent nous rendre visite. Un écologe qui reçoit, c'est pas la chamane écologe, ouais, la chamana.com, la chamane avec S, hein, pas avec C. Et ces personnes qui viennent, pas toutes, mais beaucoup de personnes sont imprégnées par l'expérience qu'ils vivent dans l'écologe, qu'on est complètement dans la nature. Les singes sont dans le jardin, on les voit, on entend les jaguars la nuit. Et voilà, l'écologe est complètement autosuffisant au niveau de l'énergie, au niveau d'eau, etc. Et il est fait dans des matériaux naturels, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, dans cette ambiance, voilà, sont impressionnées de cette nature si forte qui est là. Mhm. Et, et j'espère, en tout cas, mon intention, c'est que se sentir tellement près de la nature, se disent, waouh, j'ai envie de la protéger. C'est en fait, Mhm. c'est l'intention avec laquelle nous avons fait ça. Donc, c'est un message sans message, parce que je ne suis pas là en train d'expliquer. Mais bon, la nature est là pour rendre le message. La nuit, il y a des millions de sons, hein, dans cet endroit. Et c'est eux, c'est les sons de la nature qui passent le message pour moi, Mhm. à ma place. C'est beau ce que tu nous partages. Euh, je voudrais potentiellement revenir à un point parce que finalement, on fait une boucle où on a parlé de Mm. ton métier, de pourquoi ton métier, mais également en fait aussi de l'impact en fait de la nature et de l'écologie à travers tout, je dirais, les chapitres de métier que tu peux avoir. Euh,
comment tu gères en fait ces différentes sources d'abondance à tous les niveaux? Parce que souvent quand on pense, à l'abondance, on pense que finance. En tout cas, bien des gens pensent finance, mais finalement c'est une abondance de quelque chose qui nous nourrit. Comment est-ce que tu le cultives? Comment est-ce que tu le développes et comment est-ce que tu l'insuffles? Bah, un peu comme la question que tu m'as posée tout à l'heure, j'essaie d'être holistique, tu vois. Mmh. Je sais que si j'ai beaucoup d'argent parce que mes projets marchent super bien, mais que j'ai une pauvre relation avec mes enfants, et cet argent, ouais, je vais être contente, Mmh. mais mon cœur ne va pas, mon cœur va être triste. Mmh. Je sais qu'il y a des parties de nous qui sont tellement importantes et c'est vraiment la partie relationnelle, c'est tellement importante que nous avons besoin de cultiver toutes ces parties de nous. La, la relation avec nous-mêmes, en première. Si nous nous détestons, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si on se déteste, si on a une pauvre relation avec soi, euh, je sais pas, je ne conçois pas, je sais pas comment les gens peuvent arriver à vivre comme ça. J'imagine qu'à un moment donné, je vivais comme ça, mais je n'avais pas d'argent non plus hein, à cette époque-là. Mais voilà, je crois que toutes les parties de nous sont importantes. La relation avec soi-même, la relation avec son environnement proche, enfant, mari, sœur, collègue de travail, tout, tout le monde. La relation avec comme tu disais, notre mission de vie, Mmh. dans quoi nous passons notre temps Mmh. y cómo nos investissons notre temps, quel est parce qu'en fait, quel est le retour de cet investissement de temps, d'énergie que je fais dans le concret, quel est le retour, et ça retour sous forme d'argent ou sous forme de, de plaisir par rapport à ce que je fais. Et tout ça, c'est un environnement que nous avons besoin de cultiver. La santé aussi. On peut avoir énormément d'argent, des relations magnifiques, tout ce que tu veux mentionner dans un lit, ou affaibli, ou avec une maladie dégénérative, etc. Bah, ça ne sert à rien. Donc, toutes les parties sont importantes dans notre vie et nous avons besoin d'en prendre soin. Donc, je conçois l'abondance et la richesse d'une façon, comme je te dis, holistique et pas juste combien d'argent j'ai dans mon compte ou combien de chiffres d'affaires font mes différents projets Mmh. par mois ou à l'année. Mmh. Ça, pour moi, ça ne veut rien dire, Mmh. 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 honnêtement. Mmh. Et écoute, on arrive bientôt à la fin de notre conversation ensemble. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps. Et je vais finir avec une question d'une précédente invitée, Adedma. Alors, c'est un petit exercice auquel tu vas pouvoir te prêter également. Alors, Ok. qu'est-ce que tu dirais à la version de toi-même à 18 ans? Ah, j'ai parlé plusieurs fois avec elle, et même avec moi, enfant. Et moi, je lui dirais, fais confiance. Fais confiance, tu es dans le bon chemin Mmh. et continue. Et tu Mmh. sais, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer quelque chose rapidement. Merci. C'est que il y a quelques années, je me suis séparée dans une relation, le père de mon dernier enfant. Et ce jour-là, j'étais tellement triste. Tu sais, une séparation, c'est vraiment une initiation moderne, hein. Et, et je sentis à ce moment-là, je vous jure, comme une espèce de main sur l'épaule. Et je me suis dit, c'est pas la main de Dieu, c'est pas la main de, c'est ma main à moi. C'était bizarre, hein. Mais bon, je laissais tomber cette histoire comme ça. Bon. Et des années après, je vous parle il y a peut-être 2, 3 ans, je me suis rappelé de ce moment, de cette femme qui n'avait pas d'argent, qui était avec 3 enfants en charge, qui ne voyait pas comment ça allait se passer, etc. Et je pensais à elle et je me suis fait comme ça va bien se passer. Et après, j'ai pris conscience que la main qu'elle avait sentie, parce que tu sais que le passé, le futur, tout ça, nous sommes dans le quantique,
c'était maman de ce moment. Et je le dis, ça me donne beaucoup d'émotions. C'était maman que je me disais, ça va aller. Donc, vous pouvez encourager cette fille de 18 ans ou cet enfant de 7 ans ou de n'importe quel moment que vous avez besoin de vous encourager. Parce que je l'ai fait et ça marche. Et que je te remercie beaucoup d'avoir partagé cette belle anecdote. Est-ce que toi, tu aurais une question pour un prochain invité? Alors, tu me prends comme ça. Alors, bah, qu'est-ce que tu feras si on te dit que, voilà, qu'il te reste une année à vivre? C'est une question J'aime que m'a beaucoup, posée, j'ai trouvé ça intéressant. j'aime beaucoup la question, je la note. Ouais. On risque d'entendre mon clapotis sur le clavier, mais je partagerai cette question avec notre prochaine invitée. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été présente sur Slow is Good. Est-ce que tu pourrais nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Oui, vous pouvez me retrouver sur annasandrea.com ou maîtredetavie.com, c'est mon site web. Et voilà, c'est la façon la plus simple. Et pour le Costa Rica, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la chamana avec S, chamana avec S, lachamana.com. Voilà. Écoute Anna, ce fut un plaisir de t'avoir sur Slow is Good. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. À bientôt à vous tous et merci Géraldine pour cette invitation. C'était un super moment. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode!